Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette 19e édition du Colloque Wright, consacrée cette année à l'art des mathématiques. Alors bien entendu, cette édition est quelque peu singulière du fait de la crise sanitaire inédite que nous traversons. C'est pourquoi elle sera exceptionnellement retransmise en direct sur le site du colloque ainsi que sur la page Facebook de l'événement. L'auditoire dans lequel je me trouve aurait dû accueillir quelques 600 personnes. Il est vide, mais nous espérons que grâce à Internet, vous pourrez être tout autant, voire peut-être plus, à nous suivre derrière vos écrans, chez vous, confortablement installés. Ce soir et d'ailleurs toute cette semaine, il aurait dû également se tenir des ateliers scientifiques devant l'auditoire, organisés par le Sciencescope, un laboratoire dédié au public à l'Université de Genève qui recrée des expériences scientifiques. Dans les conditions sanitaires, ces expériences ont été filmées et seront accessibles sur le site du colloque. Je suis Sarah Serrandadaz, journaliste scientifique pour ID News et responsable de son flux science, et j'aurai le plaisir de vous accompagner ce soir pour poursuivre ce grand voyage dans l'univers des mathématiques que nous avons commencé lundi. L'univers des mathématiques, c'est un univers, bien entendu, scientifique, mais également, peut-être, si j'ose dire, poétique, comme on a pu le voir. Et pour poursuivre, nous accueillerons ce soir le professeur Alain Caunes, qui va nous parler de la musique des formes et de ce qu'il entend par cette expression pour la moins singulière. Alors, la musique. Il se trouve que la musique est l'un des arts les plus intimement liés dans sa construction aux mathématiques. À l'époque de Pythagore, les règles de l'harmonie remontent à l'époque de Pythagore, la musique était même considérée comme une branche des mathématiques. Mais pourtant, les mathématiques ne sont pas que cela. Elles sont aussi cette boîte à outils puissante qui a permis les développements incroyables connus par exemple par la physique quantique au début du XXe siècle. Il n'y a pas forcément lieu de choisir, nous aurait dit Henri Poincaré, lequel pensait que les mathématiques devaient servir un triple objectif. Tout d'abord, servir à l'étude des sciences à l'étude de la nature, fournir des instruments pour l'étude de la nature, ensuite avoir un but philosophique, mais aussi avoir un but esthétique. Cette soirée se déroulera en deux temps. Tout d'abord, le temps de la conférence du professeur Alain Caunes, qui va durer environ 50 minutes, et puis le temps des questions auxquelles vous pouvez bien entendu participer. Vous pouvez poser des questions sur le site du colloque via le formulaire qui s'affiche à droite de la vidéo. Cette soirée est traduite en anglais, en direct. Vous pouvez accéder à cette option sous la vidéo en cliquant sur le lien qui s'affichera. Et vous pouvez bien entendu également poser vos questions en anglais ou en français, indifféremment. Nous y répondrons en deuxième partie de soirée. Avant de poursuivre, je souhaiterais donner la parole au président de la Fondation Wright, grâce à laquelle nous sommes là ce soir, qui organise ce colloque, qui est l'une des fondations qui œuvre le plus pour le dialogue entre sciences et société en Suisse romande. Donc, je donne la parole à M. Thierry Courvoisier. Merci Sarah. Madame, Monsieur, bonsoir. Une des ambitions du colloque Wright de cette année, de cette semaine, est de mettre en relation les mathématiques avec d'autres réalisations de l'esprit humain. Nous l'avons fait jusqu'ici avec les sciences, la physique et la météorologie en particulier. Nous voulons le faire avec l'art aussi, en conjuguant ainsi l'art que sont les mathématiques en elles-mêmes et la relation entre l'art dans son sens usuel et les mathématiques, une relation que l'on sait intense dans le cas de la musique. Sarah vient de nous le rappeler. La conférence que nous donnera Alain Caunes ce soir joue sur tous les tableaux et tourne la relation entre musique, forme et mathématiques dans tous les sens. Une véritable danse, je crois. C'est donc un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir, de nouveau, toujours chez vous, et en espérant que vous n'avez pas épuisé votre stock de bière ou d'autres boissons depuis lundi. Et je vous souhaite la bienvenue pour écouter ce soir le professeur Alain Caunes, que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Monsieur Courvoisier. Avant de passer à la conférence en elle-même, quelques mots peut-être sur le professeur Alain Caunes.
Il a reçu la médaille Fields en 1982, la médaille d'or du CNRS, Centre national de la recherche scientifique en France en 2004. Il est également membre de l'Académie scientifique de l'Académie des sciences en France, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et du Collège de France. Et pour le présenter, j'invite à mes côtés Élise Raphaël, mathématicienne à l'Université de Genève, qui va le présenter. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir pour moi que de vous présenter ce soir le conférencier de la soirée, Alain Cohn, le mathématicien français. Alors, comparé à la présentation, si vous étiez là, de Jean-Pierre Ekman hier, du médaillé Fields Martin Erreur, la mienne manquera cruellement d'anecdotes croustillantes et de photos compromettantes de son enfance. Mais après tout, je commencerai par son enfance mathématique, car vous l'avez peut-être remarqué, nous citons rarement les dates de naissance des mathématiciens quand nous les présentons, mais leur date de soutenance, presque toujours. Alors, Alain Cohn a soutenu sa thèse en 1973. Elle s'intitule « Classification des facteurs de type 3 » sous la direction de Jacques Dixmier. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, je ne vais pas vous expliquer cela en détail ce soir, mais sachez que ses premières amours mathématiques vont aux algèbres de von Neumann. Donc ces objets algébriques sont un peu sauvages et de plusieurs types, type 1, type 2 et type 3. Et dans sa thèse, Alain Cohn a permis de classer les derniers rebelles, les facteurs de type 3, dans ces objets algébriques. Il a ensuite réussi à les lier à des objets beaucoup plus géométriques, que sont les feuilletages, et a donc ramené ces objets sur le devant de la scène. Il obtient la médaille Fields en 1982 pour sa contribution à la théorie des algèbres d'opérateurs, que sont les algèbres de von Neumann. Alors je tiens à rappeler ce soir la différence cruciale entre la médaille Fields et le prix Nobel, auquel on compare souvent, disons. Le prix Nobel couronne une carrière, la médaille Fields couronne le début d'une carrière. Donc après avoir obtenu cette médaille Fields en 1982, Alain Cohn a continué son exploration et sa révolution des mathématiques. Il a entre autres obtenu le prix Clay en 2000 pour avoir révolutionné, encore une fois, le domaine des algèbres d'opérateurs, inventé la géométrie non commutative moderne et découvert que ces idées apparaissent partout, y compris dans les fondements de la physique théorique. Et c'est là un point important, il est parti des mathématiques et a trouvé que ces objets, ce domaine qu'est la géométrie non commutative, complétait parfaitement la physique théorique. Dès 1984, Alain Cohn est titulaire de la chaire Analyse et géométrie au Collège de France. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le Collège de France, sa devise est « Enseigner la recherche en train de se faire ». Exercice périlleux, très intéressant et sans doute passionnant durant les 33 ans que Alain Cohn a conservé la chaire. Son dernier cours en 2017, il est depuis professeur honoraire, s'intitule « La géométrie et le quantique ». C'est aussi le titre d'un livre, Les grandes voies de la recherche, publié par le CNRS, qui est, alors contrairement au cours au Collège de France, qui est lui très pointu, un livre de vulgarisation passionnant et qui complétera sans doute à merveille l'exposé de ce soir. Outre la littérature spécialisée qu'il a pu publier, entre autres sur la géométrie non commutative, il a également publié plusieurs autres livres. Alors en 1989, avec Jean-Pierre Changeux, un neurobiologiste, il publie Matière à penser, et en 2000, avec deux autres mathématiciens, André Lichnerowicz et Marcel-Paul Schützenberger, Triangle de pensée. Ces deux livres sont conçus comme des discussions entre scientifiques sur la pensée mathématique, et je vous les recommande très fortement. Mais il a aussi écrit des romans avec son épouse Annie Chéreau et Jacques Dixmier, son directeur de thèse, deux romans intitulés Le théâtre quantique et Le spectre d'Atacama. Dans ces romans, les personnages principaux sont physiciens et ou mathématiciens, et on baigne dans une ambiance de recherche, que ce soit les lieux ou les concepts qui nous entourent. Tous sont chers à la recherche d'Alain Cohn, ce sont des objets, des concepts contemporains, non triviaux, mais Alain Cohn est un formidable conteur, et il est capable de vous embarquer très loin. Dans ses romans, vous apprendrez beaucoup, mais vous laisserez aussi et surtout bercer par ces concepts très beaux. La musique des formes apparaît d'ailleurs dans la bouche du personnage principal du spectre d'Atacama, le mathématicien Armand Laforêt. Laissons-nous entraîner ce soir par Alain Cohn dans le monde de la musique des formes. Introduction. Donc, en fait, c'est un très grand plaisir pour moi de vous parler de la musique des formes. Alors, en fait, donc mon exposé sera divisé en plusieurs parties. Je commencerai par parler des spectres d'abord et de
la mécanique des matrices, comme découverte par Heisenberg, et ainsi que de l'émergence du temps. Le deuxième sujet sera le paradigme spectral de la géométrie, qui est la géométrie non commutative, aussi bien au niveau microscopique, dans ce qu'il permet de comprendre la structure fine de l'espace-temps, ainsi qu'au niveau des distances, des grandes distances, c'est-à-dire au niveau astronomique. Ensuite, nous évoquerons une forme musicale, puis une forme diabolique, une forme mystérieuse, et enfin nous terminerons, j'espère en avoir le temps, sur les motifs rythmiques. Donc, je commencerai par les spectres. Alors, on peut dire que le début de cette histoire, c'est au XVIIe siècle, quand sous les mains de Newton, on voit un pinceau lumineux unidirectionnel qui est décomposé sous forme d'arc-en-ciel en passant à travers un prisme. Alors, ce qui va nous intéresser, en fait, ce sont ce qu'on appelle les raies spectrales. C'est-à-dire que quand on a regardé l'arc-en-ciel avec une précision beaucoup plus grande, on s'est aperçu qu'il y avait certaines raies, il manquait certains endroits, si vous voulez, et c'est Fraunhofer, qui est un opticien allemand du début du XIXe siècle, qui a répertorié environ 500 raies spectrales. C'est ce qu'on appelle des raies d'absorption. La raison étant que vers 1860, deux chimistes allemands, Bunsen et Kirchhoff, ont réussi à produire les mêmes raies, mais comme en négatif, c'est-à-dire comme des raies brillantes sur un fond noir, qu'on appelle des spectres d'émission, et en particulier pour le sodium, par exemple. Donc on prend un corps chimique comme le sodium, on le chauffe et on regarde, on fait passer la lumière qu'il émet à travers un prisme, et on regarde et on obtient certaines raies spectrales qui forment une espèce de code barre, et ce code barre est une signature complètement caractéristique du corps chimique en question. Alors, Bunsen et Kirchhoff, puis après eux, ont compris qu'en fait, la plupart des raies qui nous provenaient du Soleil étaient ainsi liées à un corps chimique présent sur Terre. Mais il en manquait un, il y avait un certain nombre de raies qui n'appartenaient à aucun corps chimique présent sur Terre, et ils ont inventé un corps chimique nouveau, ils ont appelé l'hélium, et qui était censé avoir ce code barre comme signature. Merveilleusement, au début du XXe siècle, lors de l'éruption du Vésuve, on a analysé spectralement les laves et on s'est aperçu que l'hélium apparaissait comme un spectre d'émission dans ces laves. Alors, les physiciens et les chimistes ont étudié de manière extrêmement précise les raies spectrales et ils se sont aperçus d'une loi qu'on appelle la loi de Ritz-Rydberg, qui est une loi de composition et qui dit que lorsqu'on les exprime sous forme de fréquence, c'est très important de le faire et non pas en termes de longueur d'onde, certaines raies spectrales s'ajoutent pour donner une troisième raie spectrale. Et ils ont compris qu'il était à ce moment-là, pour comprendre cette loi de composition, il fallait indexer les raies spectrales non pas par un seul indice comme alpha, bêta, mais par deux indices. Donc on indexe les raies par deux indices et on s'aperçoit qu'en fait les raies qui se composent sont les raies dans lesquelles le deuxième indice est égal de la première est égal au deuxième indice, au premier indice de la deuxième. Et la raie obtenue est formée des deux indices extrêmes. Alors, une découverte merveilleuse qui a été faite à partir de cette découverte expérimentale est due à Heisenberg. Heisenberg a compris que cette loi de composition, qui s'appelle la loi de Ritz-Rydberg, conduit immédiatement, si on réfléchit en tant que physicien, c'est-à-dire qu'on ne s'intéresse qu'aux quantités observables, à ce qu'on appelle la mécanique des matrices. Heisenberg ne savait pas ce que c'était que les matrices, mais bon, les mathématiciens les connaissent très bien. Et lorsqu'on fait le produit de deux matrices, on utilise exactement la règle de Ritz-Rydberg, c'est-à-dire que l'indice IK de la matrice produit est obtenu en faisant la somme des IJ et JK pour les indices J intermédiaires. Alors, une des conséquences qu'Heisenberg a découvert, c'est que les matrices ne commutent pas. Il a fait cette découverte lorsqu'il était envoyé à cause du rhume des foins. On l'avait envoyé sur une île, l'île d'Helgoland, dans la mer du Nord, dans laquelle c'est une île qui n'a absolument aucun pollen
Et donc, on l'avait envoyé là pour soigner son rhume des foins. Et il avait travaillé, bien sûr. Il n'avait pas d'enseignement ou quoi que ce soit. Il était tout le temps en train de travailler. Et une nuit, vers 4 heures du matin, il a fait cette découverte extraordinaire de la mécanique des matrices. Il a eu devant lui, comme il le dit, un paysage grandiose. Et au lieu de se coucher, il est allé gravir un des pics qui sont sur le bord de cette île. Et il a attendu le lever du soleil en haut du pic. Et heureusement, je veux dire, maintenant, il y a une stèle qui célèbre cet acte grandiose de découverte de Heisenberg en 1925. Donc en fait, ce qu'a découvert Heisenberg, c'est lorsqu'on manipule les quantités observables pour un système microscopique, l'ordre des termes dans un produit joue un rôle crucial. Vous voyez, quand on écrit E égale MC2 ou E égale C2M, peu importe l'ordre des termes, mais ça n'est pas le cas lorsqu'on travaille avec un système microscopique. Donc, on ne peut plus parler de la commutativité des coordonnées cartésiennes. Cette commutativité n'a plus lieu dans l'algèbre des coordonnées, sur l'espace des phases en particulier d'un système microscopique. Alors, ça peut paraître très, très gênant, mais en fait, nous sommes parfaitement habitués à prendre soin de l'ordre des termes, puisque lorsque nous écrivons, lorsque nous utilisons le langage, eh bien, si nous ne faisions pas attention à l'ordre des lettres dans un mot, à l'ordre des mots dans une phrase, eh bien, nous obtenons ce qu'on appelle un anagramme. L'anagramme que je vous montre, c'est l'horloge des anges ici-bas, qui donne le même résultat que le boson scalaire de Higgs, et qui, bien sûr, montre que quand on passe du monde quantique, dans lequel on ne peut pas commuter, au monde classique, dans lequel on peut permuter les variables, on a une perte de sens qui est absolument sidérante, puisque les deux phrases qui sont là ont en fait exactement le même contenu dans le monde commutatif. Donc on voit clairement que passer au commutatif est une perte de sens. Alors en fait, mon intérêt dans ce sujet vient du fait que von Neumann, qui était un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, a codifié ce qu'est le formalisme de la mécanique quantique sous forme des opérateurs dans l'espace de Hilbert, etc. Et il a étudié les sous-systèmes. Et si vous voulez, moi j'ai commencé ma carrière scientifique dans ma thèse sous la direction de Jacques Dixmier en découvrant que en fait il y avait pour une algèbre de von Neumann une évolution complètement canonique. En fait, deux mathématiciens japonais avaient compris qu'il y avait un lien entre l'évolution de Heisenberg et puis ce qu'on appelle un état de Gibbs. Ce que j'ai montré dans ma thèse, c'est que cette évolution est indépendante du choix de l'état, pourvu qu'on travaille dans le groupe des automorphismes modulo les automorphismes intérieurs. Alors de là résulte une idée forte qui est que la non-commutativité, l'impossibilité, si vous voulez, de permuter les variables, justement, est la racine de l'évolution et la racine de l'émergence du temps. Alors, en fait, après avoir donc travaillé au début sur la classification des facteurs que j'ai faite dans ma thèse et la réduction du type 3 au type 2, type 3 qui était le type encore tout à fait mystérieux découvert par von Neumann, en fait, j'ai continué en comprenant, lorsque j'ai été admis à l'IHES, j'ai compris qu'en fait, il y avait un moyen d'associer à un feuilletage, qui est un objet géométrique très, très naturel, un espace non commutatif. Et cela m'a obligé à développer la géométrie pour les espaces dont les coordonnées ne commutent pas. Et ce que je vais vous expliquer dans ce cours énoncé, c'est comment cette géométrie est spectrale et comment elle est intimement liée au formalisme de la mécanique quantique. Pour ça, il faut citer une phrase de Riemann. Quand Riemann a fait sa leçon inaugurale sur les fondements de la géométrie, il a été d'une clairvoyance absolument infinie, au sens où il a compris que même la géométrie qu'il proposait n'était pas forcément celle qui serait valable lorsqu'on s'intéresse à l'infiniment petit, lorsqu'on s'intéresse, si vous voulez, à des distances qui sont extrêmement petites. Et il explique très bien que pour des distances très petites, du fait de la nature atomique, on ne pourra plus parler de corps rigides, et de même que les rayons lumineux auront une existence qui sera beaucoup plus difficile à identifier à des droites. Donc Riemann écrit
de manière tout à fait explicite que la réalité sur laquelle est fondé l'espace soit forme une variété discrète, soit que le fondement des rapports métriques doit être cherché en dehors de lui, dans les forces de liaison qui agissent en lui. Alors, pour vous rappeler quel est le paradigme riemannien, donc, qui avait été introduit dans sa leçon inaugurale, on considère que la distance entre deux points est calculée en prenant le plus court chemin qui va d'un point à un autre, mais ce que définit Riemann, c'est le carré de la distance infinitésimale entre deux points. C'est ce qu'on appelle le g mu nu de x mu de x nu. Et c'est illustré, bon, par exemple, par cette figure qui vous donne le chemin le plus court entre Seattle et Londres, par exemple, mais surtout, ça a été illustré par ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, lorsqu'on a voulu unifier l'unité de longueur dans le système métrique. On voulait introduire le système métrique, avoir une unité de longueur qui soit la même, puisqu'un marchand de tissu, avant, allait d'une ville à l'autre et trouvait à l'entrée de la ville une unité de longueur qui était différente presque chaque fois. Donc, on a envoyé deux physiciens, Delambre et Méchain, qui ont triangulé la distance entre Dunkerque et Barcelone. Toutes sortes d'histoires intéressantes leur sont arrivées, puisqu'ils avaient, si vous voulez, un télescope. Ils montaient en haut d'une colline avec un télescope et ils ont eu beaucoup de mal à expliquer aux Espagnols qui étaient en guerre avec les Français, qui n'étaient pas des espions. Ils y sont arrivés et finalement, ils ont défini, à travers une barre de platine qui a été déposée au pavillon de Breteuil, près de Sèvres, ils ont défini l'unité de longueur, et cette unité de longueur était censée être la 40 millionième partie du méridien terrestre. Alors, ce qui s'est produit, qui est extrêmement intéressant, c'est que l'évolution entre cette unité de longueur qui avait été introduite pendant la Révolution et l'unité de longueur telle qu'on la connaît maintenant en physique est exactement la même, est exactement parallèle avec l'évolution entre le paradigme de Riemann et le paradigme de la géométrie non commutative. Ce qui s'est produit, c'est que dans les années 25, des physiciens très très malins se sont aperçus que la barre de platine qui était censée donner l'unité de longueur changeait de longueur. Comment s'en sont-ils aperçus? En mesurant sa longueur avec la longueur d'onde, en la comparant à la longueur d'onde du krypton, et en vérifiant qu'effectivement l'unité de longueur n'était pas constante. Alors, après des années, on a compris en 1960 qu'en fait, il fallait redéfinir le mètre à partir de la longueur d'onde du krypton. Mais en fait, on s'est aperçu depuis qu'il y avait une meilleure manière de la définir, c'était en prenant une transition hyper fine de l'atome de césium. Et il faut savoir que maintenant, on peut acheter dans le commerce, à partir de cette transition hyper fine de l'atome de césium, un appareil qui mesurera avec 10 décimales de toute longueur, avec une précision absolument incroyable. Et il est bien évident que cette définition de la longueur, elle est bien sûr spectrale. La longueur d'onde du césium, c'est environ 3,26 cm. Donc, c'est parfaitement comparable au mètre. Ça ne change pas. Et si on voulait, par exemple, unifier le système métrique dans la galaxie, si on disait aux gens, bon, ben, venez mesurer la taille de votre lit, il faut d'abord que vous veniez à Paris, que vous compariez avec la longueur du spécimen qui est au pavillon de Breteuil, ce serait évidemment ridicule. Alors que si on est capable de leur transmettre de manière codifiée une transition et la longueur correspondante, eh bien, ils sauront la mesurer là où ils sont. Donc, c'est un changement total. Et ce changement total, en fait, a été possible en géométrie non commutative. Et il a été possible, en fait, si on regarde de près à la loupe, parce qu'il a été possible d'extraire la racine carrée du DS2 de Riemann. Alors, ça a été fait au niveau opératoriel et ça a été fait en utilisant ce qu'on appelle les algèbres de Clifford, mais que Hamilton avait bien sûr anticipé d'une certaine manière, et ça a été fait par Dirac. Et ce qui est important simplement, c'est de savoir que dans le nouveau paradigme, l'élément de longueur est un opérateur et que cet élément de longueur est intéressant et donné par son spectre, bien sûr, et que c'est la non-commutativité de l'algèbre de Clifford qui permet d'écrire qu'une somme de carrés est elle-même un carré. C'est très étonnant et ça vient du fait que quand on écrit xy plus yx, ça vaut 0 lorsque x et y anticommutent. Alors ça permet de mesurer les longueurs, mais la mesure des longueurs est totalement, comment dire, duale
de la mesure par l'inf des distances, elle est donnée en gros en envoyant une onde du point A au point B et en bornant la fréquence de cette onde par une certaine manière et en regardant le déphasage correspondant. C'est ce qu'on appelle un dual de Kantorovich, la formule usuelle. Alors il y a bien sûr un dictionnaire qui va du classique au quantique, je ne vais pas insister dessus. Ce qui est important, c'est de savoir que dans ce nouveau formalisme, par exemple, il est possible, si vous voulez, de suivre comment le quantique introduit des nuances extrêmement subtiles sur l'élément de longueur. C'est ce que les physiciens appellent le propagateur habillé. Il est habillé par les corrections quantiques, qui sont des séries formelles en fonction de h bar, la constante de Planck. Et ce qui est merveilleux dans le formalisme, justement, de la géométrie à partir de cet élément de longueur qui est un opérateur, c'est qu'on peut suivre ce changement à partir de ce qu'on appelle le propagateur des fermions. Alors, en fait, donc, ce qu'on a obtenu ainsi, c'est un paradigme, un nouveau paradigme géométrique dans lequel la scène est donnée par l'espace de Hilbert. En fait, il n'y en a qu'un espace de Hilbert, c'est un espace merveilleux et qui est de dimension infinie. Il y a une algèbre involutive qui représente, si vous voulez, l'espace pas forcément commutatif qui est en jeu. Et en fait, il y a l'élément de longueur qui est donné par l'inverse d'un opérateur auto-adjoint grand D. Alors, bien sûr, ce qui est important, c'est d'illustrer ce principe par toutes sortes d'exemples, mais ce qu'on a démontré avec mon collaborateur Shamseddine, c'est que, en fait, grâce à cette libération de la géométrie, qui consiste à la voir justement de manière spectrale, eh bien, on peut comprendre que l'espace-temps, à cause du modèle standard, a une structure fine. Cette structure fine permet de comprendre à la fois le champ de Brautengler-Higgs, qui apparaît naturellement, et ainsi que le groupe de jauge du modèle standard. Alors, la partie qui a été la plus difficile, la plus délicate à obtenir, en fait, elle est très très simple à expliquer, et elle explique les groupes de jauge du modèle standard, et elle vient de l'idée que, exactement comme l'opérateur de Dirac combinait les composantes du moment en une seule entité, il fallait combiner les variables de position de la même manière. Et bon, ainsi, on rétablit toutes sortes de symétries, mais on a vraiment eu l'impression de comprendre que l'espace-temps, au niveau microscopique, est beaucoup plus subtil que ce que l'on pensait. Et ça correspond exactement à l'idée de Riemann, puisque cette structure fine correspond aux forces qui lient entre elles les atomes, etc. Et donc, la phrase qu'il avait énoncée était une phrase incroyablement prophétique. Alors, ceci nous explique ce qui se passe aux courtes distances, mais on peut vraiment se poser la question, pourquoi se compliquer pour les distances astronomiques et en quel sens ce point de vue spectral est-il pertinent lorsqu'on s'intéresse à des grandes distances? Alors pour ça, il faut se formuler une question, la plus simple soit-elle, et la question que je vais formuler, c'est où sommes-nous? Sommes-nous capables de transmettre à d'autres civilisations dans l'univers l'endroit où nous sommes? En fait, si on leur dit par exemple qu'on va donner des coordonnées dans un système de coordonnées, c'est ridicule, puisque pour donner le système de coordonnées, il faut déjà donner l'origine, etc. Donc, c'est un problème très intéressant qui a deux aspects mathématiques. Le premier, c'est peut-on spécifier une forme ou un espace géométrique par une liste d'invariants, quelque chose qui ne dépend pas d'un choix de coordonnées ou quoi que ce soit. Et ensuite, peut-on spécifier de manière invariante un point d'un espace géométrique? Alors, il se fait que ces questions, bien sûr, on y a réfléchi lorsqu'on a envoyé une sonde dans l'espace. Là, c'est l'exemple de la sonde Pioneer. Et dans la sonde Pioneer, on peut dire, bien sûr, il montre le système solaire avec les planètes, etc. Mais ils arrivent à une solution qui est assez proche, en fait, de la solution dont je vais parler, puisqu'ils montrent, si vous voulez, ces différentes directions avec, sur chacune de ces directions, une fréquence. Bon, alors on verra que ce n'est pas très, très, très loin de la réponse. Alors, en fait, la réponse à cette question, où sommes-nous? Elle est spectrale, comme je l'ai dit, et elle vient enfin, il y a deux articles importants concernant cette réponse. Il y a ce qu'on appelle l'article de Mark Katz, qui est Can one hear the shape of a drum? C'est-à-dire, peut-on reconstituer la forme d'un tambour en l'écoutant?
Et le deuxième article, c'est un article qui est sans doute l'un des articles les plus courts des mathématiques. C'est un article à 1 page qui est dû à John Milnor et dans lequel il montre que l'invariant naturel d'une forme qui est donné par son spectre, je vais expliquer pourquoi, ne suffit pas à caractériser la forme. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment il faut en connaître un peu plus. Il faut en fait connaître les accords et pas seulement la gamme. Donc une forme a une gamme. Si vous prenez un disque, ce disque va avoir toutes sortes de fréquences propres. Alors je vais essayer de vous montrer à quoi elles ressemblent et de vous les faire entendre. Alors si on prend un disque donc, en fait les fréquences du disque vont dépendre de 2 données. Une donnée qui est le nombre de changements lorsqu'on fait le tour, c'est une phase si vous voulez. Par exemple ici vous avez 5. Ici, bon. Et un autre nombre qui dépend, lui, du nombre de vibrations quand on s'éloigne du centre. Et alors, vous voyez que chaque fois que je fais augmenter ce nombre-là, la note que vous entendez est une note qui est plus aiguë. Alors, un disque, donc, en particulier, a ce qu'on appelle un spectre, et qui est une gamme, qui est canoniquement associée, qu'on peut calculer mathématiquement. Ici, ça s'exprime sous forme de 0 de fonction de Bessel. Et il a un spectre qu'on peut voir comme ça, visuellement, entre l'infrarouge et l'ultraviolet. Et ce qu'il y a donc, c'est que les mathématiciens donc, ont découvert que, en fait, on ne peut pas caractériser un espace par la donnée de sa gamme. La donnée de sa gamme ne suffit pas à caractériser un espace. Alors, ça a été fait, donc je vous ai montré le disque, je vous ai montré les fréquences propres du disque qui croissent d'une certaine manière. Cette manière, d'ailleurs, caractérise la dimension de la forme en question. Quand la forme est dimension 2, on obtient une parabole. La croissance est parabolique. Alors, ce qui est important, c'est que donc, les mathématiciens ont réussi à trouver des exemples de formes qui avaient le même spectre, mais qui n'étaient pas les mêmes. Alors, il y a un exemple fameux, après l'exemple de Milnor, qui lui était en dimension 16, c'est l'exemple de Gordon, Webb et Wolpert, qui est un exemple en dimension 2, qui est très, 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 très simple. Mais pour comprendre quel est l'invariant qui manque, je vais vous donner un exemple très, très concret avec 2 formes. Ces formes ne seront pas connexes. Il y a la première forme, c'est l'union d'un triangle comme ça et d'un petit carré. Et la deuxième forme, c'est l'union d'un autre triangle isocèle rectangle comme ça et d'un rectangle. Alors quand on fait le calcul, on s'aperçoit que ces 2 formes, ça c'est dû à Chapman, ont le même spectre. Donc le spectre de ces 2 formes est exactement le même, elles ont exactement la même gamme. Mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que les notes correspondantes sont de 3 types différents. Ça dépend de la partie entière, du reste par rapport à la partie entière de chaque note. Ça peut être soit 1,5, soit 1/4, soit rien. Et on obtient comme ça, je vais très vite là-dessus, on obtient comme ça que la gamme, c'est comme une gamme d'un piano. Une gamme d'un piano, il y a les touches noires et les touches blanches. Ici, il y a les touches jaunes, les touches rouges et les touches bleues. Et on s'aperçoit que donc les 2 gammes sont les mêmes, les touches sont les mêmes, mais entre les 2 formes, il y a une différence fondamentale, c'est que sur l'une des 2 formes, un accord est possible. L'accord bleu-rouge est impossible sur la forme 2, qui contient le rectangle, mais il est possible sur l'autre forme. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on comprenne que, si vous voulez, il y a un manque qui est le manque de spécifier les accords. Alors, donc, en fait, les invariants des formes, il y a 2 choses. Il y a le spectre, c'est-à-dire la gamme, et il y a les accords possibles. Alors, c'est quelque chose qui est assez délicat à définir, mais quand on réfléchit, en plus, ça permet de définir un point, c'est-à-dire qu'un point, en fait, il va être donné justement par les corrélations possibles entre les fréquences. Vous voyez que sur la deuxième forme, il n'était pas possible d'avoir la corrélation entre la note bleue et la note rouge. Donc, en fait, un point va donner les corrélations entre les fréquences, mais quand on réfléchit, on s'aperçoit que notre perception de l'espace lointain est exactement gouvernée par les corrélations entre les longueurs d'onde différentes. C'est-à-dire, on regarde la Voie lactée, on la regarde au rayon X, on la regarde en infrarouge, etc. Et on s'aperçoit de la cohérence entre ces différentes perceptions au niveau de fréquences différentes. Alors, tout ça pour dire, si vous voulez, qu'il y a quelque chose d'incroyablement fort dans les spectres et que l'univers, bien sûr, communique avec nous en nous envoyant des codes barres.
Il communique avec nous de manière spectrale. Il nous envoie des images, mais il sait écrire. Et comment est-ce qu'il écrit? Il écrit par des codes barres. Par exemple, un exemple très connu, c'est ce qu'on appelle le redshift, c'est-à-dire le décalage vers le rouge, qui nous a permis de comprendre l'expansion de l'univers. Mais ça nous était envoyé par les raies spectrales et par le biais de ces codes barres qui étaient décalés vers le rouge. Alors, je reviens maintenant à une forme musicale. C'est bien sûr très, très tentant lorsqu'on a cette association entre une forme et sa gamme, de chercher une forme dont la gamme soit la gamme qui nous permet de faire de la musique. Alors, naïvement, on pourrait croire que la gamme qui nous permet de faire de la musique, c'est la gamme 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire c'est les fréquences qui correspondent à une petite corde. En fait, ça ne marche pas du tout. On s'aperçoit quand on veut jouer, par exemple, au clair de la lune, il faut déjà partir très haut et ça ne correspond pas du tout au voisin. Et en fait, la raison, c'est que l'oreille est sensible à la multiplication par 2 de la fréquence. Pas du tout à rajouter 1 à la fréquence. Elle est sensible à multiplier la fréquence par 2. Quand on multiplie la fréquence par 2, on obtient une autre note. Cette autre note, c'est le passage à l'octave. C'est-à-dire que si on appuie sur un Ré, par exemple, eh bien, si on appuie sur le Ré, qui est l'octave plus haut, la fréquence correspondante est simplement le double de la première fréquence. Alors en fait, c'est très intéressant de regarder une guitare pour comprendre ce qui se passe et de voir que si on regarde les frettes, comment les frettes sont distribuées dans une guitare, ces frettes ne sont pas du tout disposées de manière égale. C'est-à-dire, ce n'est pas du tout une progression arithmétique. On voit que l'on a là un spectre, bien sûr, et quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'il vaut mieux réfléchir sans chercher dans les livres, etc. Il faut toujours se poser des questions directement. On s'aperçoit, ce n'est pas très difficile à comprendre, que ce spectre est formé des puissances d'un nombre. Quel est ce nombre? Eh bien, ce nombre, c'est ce qui fait que la musique classique existe, c'est la puissance 1/12e du nombre 2, qui vaut pratiquement la même chose que la puissance 1/19e du nombre 3. Le fait que ces deux puissances sont presque égales, c'est ce qui permet bien sûr, l'oreille est sensible à la multiplication par 3, donc il fallait s'en occuper, mais c'est ce qui permet, si vous voulez, de faire le clavier bien tempéré, c'est-à-dire de faire comme si ces deux nombres étaient égaux, et de dire que, en fait, donc, la gamme que l'on veut avoir, c'est les puissances de ce nombre, comme on le voit sur les frettes d'une guitare. Alors, c'est intéressant, je vais revenir, c'est intéressant de voir ce que ça donne au niveau musical. Et pour voir ce que ça donne au niveau musical, ça vaut la peine de se poser la question de comment est-ce qu'on va pouvoir avoir justement cette forme musicale qui va nous permettre de jouer le même air, mais en partant de n'importe quel point. Alors d'habitude, quand je fais cette conférence, je demande qu'on me donne un nombre. Mais ici, bon, je vais prendre un nombre un peu au hasard, je vais prendre le nombre 13. Voilà. Bon, ben vous voyez, si j'étais parti de n'importe quel autre nombre, je n'aurais rien eu à faire. Ce serait exactement la même chose. C'est-à-dire, par exemple, si je pars de 14, hein, alors évidemment, on a la question évidente qui se pose, c'est de savoir maintenant, existe-t-il une forme qui correspond à ce spectre? Et cette question, ce genre de question va se poser. Alors, quand on cherche, on s'aperçoit, on regarde la sphère, on regarde pas mal de trucs, rien ne marche. Et la raison pour laquelle rien ne marche, c'est pas difficile, c'est que le spectre en question, il indique que l'objet que l'on cherche, la forme que l'on cherche, est en fait de dimension 0. La raison, c'est qu'on la voit à travers la croissance de ce spectre. Ce spectre croît de manière exponentiellement rapide, bien sûr, parce que c'est les puissances d'un même nombre, et on en déduit assez facilement en comparant à la parabole qui signifiait la dimension 2, etc., que la dimension doit être nulle. Alors il y a une réponse merveilleuse qui a été trouvée, c'est la sphère quantique. Cette sphère quantique, elle correspond à un triplet spectral, c'est-à-dire à un modèle de la géométrie non commutative,
Et elle a comme avantage énorme par rapport à d'autres solutions possibles qu'elle est parfaitement symétrique, c'est-à-dire elle a un groupe, ce qu'on appelle un groupe quantique de symétrie, qui régit sa géométrie. Alors je vais vous parler maintenant d'une forme absolument diabolique que j'intitulerai forme non identifiée. Et bon, pour les gens qui sont spécialistes, ils verront là, si vous voulez, ce qu'on appelle les zéros de la fonction zeta de Riemann. Et ils apparaissent naturellement sous cette forme-là, comme sur la ligne verticale, en commençant autour de 14, et puis en se répétant de manière symétrique. Il y a le symétrique par rapport à la droite réelle. Donc, ça nous donne un spectre. Ce spectre, on peut le contempler, et on s'aperçoit qu'il est extrêmement délicat, extrêmement difficile. Et les mathématiciens ont cherché, bien sûr, Atle Selberg a construit en particulier une surface que je vais vous montrer. Donc, il a construit une surface qui s'en rapproche et qui permet, mais malheureusement, il y avait un signe moins, et ce signe moins indiquait vraiment une difficulté absolument considérable à essayer de reconstruire ce spectre. Alors, la raison pour laquelle je vous en parle, et pour vous montrer à quel point c'est quelque chose de diabolique, ce sont mes travaux tout à fait récents du mois dernier avec Katia Consani, dans lesquels nous avons construit exactement un objet de géométrie non commutative, mais qui dépend d'une certaine taille. Il faudrait arriver à faire tendre cette taille vers l'infini. Mais lorsqu'on a calculé le spectre correspondant de cet objet, donc c'est vraiment un triplet spectral, toutes les conditions sont vérifiées. Ça correspond à un intervalle, mais avec une nouvelle type de géométrie, avec une nouvelle géométrie. Et lorsqu'on a calculé le spectre et qu'on a comparé au spectre de zeta, on a été assez émerveillé par la coïncidence entre les deux, si vous voulez. Ça ne pouvait pas être exactement la même chose pour des raisons mathématiques assez fortes lorsqu'on regarde le développement asymptotique. Mais ce qu'il y a de absolument diabolique, c'est que si on ne fait pas attention et si on regarde plus loin dans les fréquences, on a l'impression que ça ne marche pas, alors qu'il faut réfléchir, il faut revenir au point de départ. Et lorsqu'on travaille dans ce domaine-là, on a vraiment l'impression un petit peu de jouer aux échecs avec le diable. Alors, donc voilà le spectre qu'on a obtenu, qui est très, très, très voisin. Et il y a 2 ou 3 ans, nous avons, avec Jacques Dixmier et avec Dany Chéreau, qui est mon épouse, on a écrit un livre qui s'appelle Le spectre d'Atacama, et dans lequel toutes sortes d'aventures arrivent au héros du livre, qui est fasciné par justement un spectre qu'il n'arrive pas à identifier. À un moment donné, il est dans l'île de Sainte-Hélène et il essaye de comparer les fréquences du spectre avec les dates des batailles de Napoléon, pour vous dire un petit peu jusqu'où ça va. Mais dans ce livre, on insiste beaucoup sur, si vous voulez, cette méthode qui est si performante pour les mathématiciens et qui consiste, lorsqu'ils ont un problème qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'arrivent pas à résoudre, à généraliser ce problème, et de telle sorte qu'après, en le généralisant, ils puissent en considérer un cas beaucoup plus simple qu'ils arrivent à résoudre, qui leur donnera le germe d'une idée. Alors, c'est illustré dans le bouquin avec l'exemple bien connu des tablettes de chocolat, qui, si on pose à brûle pour point le problème de savoir combien de cassures sont exactement nécessaires pour transformer la tablette que je vous montre en petits carreaux, va vous prendre au dépourvu. Et si vous avez l'attitude du mathématicien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez généraliser le problème en prenant la longueur égale à n et la largeur égale à m, et vous allez commencer à regarder des cas où n et m sont très petits. Ça vous permettra de comprendre. Alors, en fait, donc, les mathématiciens qui n'arrivent pas à comprendre ce spectre mystérieux l'ont généralisé, et André Weil a démontré que l'analogue, si vous voulez, de ce qu'on appelle la conjecture de Riemann était vrai, mais dans des cas beaucoup plus simples, qui est ce qu'on appelle le cas des corps de fonction. Et dans notre ouvrage, dans notre roman, en fait, le héros finit par comprendre que le spectre qui lui est envoyé est le spectre mystérieux et le spectre diabolique. Et il essaye, alors on arrive à comprendre qu'en fait ça vient sûrement d'un objet céleste qui est peut-être occupé par des êtres intelligents. Et pour arriver à certifier que ces êtres sont intelligents, il faut leur envoyer un test de Turing. Et ce test de Turing consiste à utiliser le résultat d'André Weil
et à leur envoyer ce résultat avec des rayons laser, mais sous forme de rythme. C'est-à-dire qu'en fait, le résultat d'André Weil montre que la signification naturelle des fréquences en question, eh bien, en fait, ce sont des temps. Il y a une dualité qui s'établit, qui est toujours très, très bien comprise en physique, entre le temps et les fréquences. Et cette dualité, en fait, nous a conduit à illustrer justement le résultat d'André Weil, non pas par de la musique, non pas par un air, si vous voulez, avec des fréquences différentes, etc., mais par ce qu'on appelle un motif rythmique. Et on a observé avec émerveillement que la symétrie qui est naturelle dans la théorie de Weil avait été au niveau des motifs rythmiques complètement inventée par Olivier Messiaen dans son ouvrage. Et donc tout ça nous a permis de donner ce moyen de communication. Alors évidemment, dans le livre, on reçoit, alors on leur communique des rythmes qui correspondent à des nombres premiers, et puis on nommait un nombre premier, et la merveille, c'est qu'il nous renvoie le rythme qui correspondait au nombre premier manquant. Donc on est certain que ce sont des gens intelligents et que ce n'est pas une machine. Alors je terminerai simplement en vous montrant, en vous faisant écouter, en vous montrant aussi une illustration de la musique qui est reliée au nombre premier et qui est, comment dire, construite de manière telle qu'on n'utilise rien d'autre que la donnée du nombre premier, ce développement en fraction continue, et dans cette langue justement de la gamme. Donc, je terminerai en vous faisant simplement écouter cette musique et en vous montrant l'image. Alors, l'image, en gros, c'est que dans le rectangle du haut, vous avez les nombres qui restent lorsqu'on a enlevé tous les multiples de 2, tous les multiples de 3 et tous les multiples de 5. Donc, ces deux rectangles font 60 par 60. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va enlever progressivement toutes les danseuses, si vous voulez, parce qu'il faut voir ça comme une chorégraphie, dont la position correspond à un multiple d'un nombre premier. D'abord, on va regarder le nombre premier 7, qui est le premier qu'on avait omis. Et au moment où vous verrez les danseuses descendre dans le rectangle du bas, vous écouterez la musique qui correspond au nombre premier 7. Voilà, et ainsi de suite. Là, vous allez voir, c'est pratiquement les deux derniers qui descendent, les 4 derniers qui descendent. On va voir maintenant les 2 derniers qui descendent. Voilà les 2 derniers qui descendent, qui vont se mettre en position.
et reste en haut seulement les nombres premiers, exactement les nombres premiers jusqu'à 3600. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup Alain Caunes pour cette conférence absolument brillante. La musique des nombres premiers, ça fait rêver. Donc pour passer à la phase de discussion et d'échange de notre soirée, nous accueillons le professeur Anton Alexeyev avec Élise Raphaël, que vous avez déjà entendu tout à l'heure. Et pour lire les questions du public, nous accueillons Shaola Fiorelli, de la section de mathématiques de l'Université de Genève. Alors, peut-être le temps que les premières questions du public arrivent, je vais ouvrir le bal. Cette musique des nombres premiers, elle m'a rappelé à quel point la figure du compositeur d'Olivier Messiaen avait semblé jouer un rôle central dans vos travaux. Je sais que vous avez écrit des articles scientifiques, vous avez également écrit des ouvrages un peu plus dans la vulgarisation. Pouvez-vous peut-être raconter cette rencontre, cette découverte avec ces travaux, avec ces compositions ? Oui, alors en fait, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Vous m'entendez? Parfaitement. D'accord. Voilà, donc en fait, c'est une histoire effectivement très, très amusante parce que ce problème dont je parlais, ce problème des zéros de zeta, dans une interprétation spectrale que j'avais donnée il y a longtemps, ce qui était clair, c'était que les zéros apparaissaient comme des temps, justement. Contrairement à ce que l'opinion générale consistait à les chercher comme des énergies. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le cas qui a été résolu par Weil, on s'aperçoit que les zéros forment une disposition qui est parfaitement périodique. Or, imaginer des énergies dont la disposition est périodique, ça n'a aucun sens, alors que d'imaginer des temps dont la disposition est périodique, c'est très, très naturel, puisque la périodicité dans le temps, c'est quelque chose de tout à fait commun. Donc, en fait, à ce moment-là, effectivement, quand on a écrit notre livre avec Dany Chéreau et Jacques Dutumier, on s'est aperçu en l'écrivant que si on considère justement les zéros des fonctions de zeta que Weil avait regardées, et si on les considère comme des temps, eh bien à ce moment-là, on obtient, si vous voulez, une manière de jouer la musique qui est associée à chaque, alors on pourrait dire une courbe définie sur un corps fini, mais en fait, ce qui est derrière, c'est ce qu'on appelle un motif, c'est ce que Grothendieck a appelé des motifs. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que alors j'ai écrit un article, effectivement, dans un journal de musique et de mathématiques, et le titre de l'article, c'est « Motif rythmique ». Et alors, c'est très amusant parce que là, le nom motif est un nom mathématique. C'est-à-dire que ça provient de la notion mathématique de motif. Et alors, je vais vous montrer quand même un petit peu, je vais vous montrer un petit bout de vidéo, je vais vous montrer peut-être un petit bout de vidéo qui correspond à, cette fois, la lecture rythmique. Parce que quand je vous ai donné la musique des nombres premiers, d'abord, cette musique des nombres premiers, comme je le disais, elle a été calculée mathématiquement. C'est-à-dire qu'il fallait avoir une partition musicale. Je vais partager mon écran pour vous montrer ça. Il fallait avoir une partition musicale qui corresponde de manière univoque à chaque nombre premier. Alors, ce n'était pas complètement évident. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai pris la gamme dont je vous ai parlé, qui est donnée par les puissances de 2 puissance 1 douzième, qui vaut pratiquement 3 à la puissance 1 19e, et j'ai calculé dedans le développement en fraction continue des racines des nombres premiers. Et ça m'a permis de donner pour chaque nombre premier une partition en notes, mais cette partition, elle est donnée de manière canonique et elle permet de reconnaître les nombres premiers. Alors là, je vous donne des exemples. Et alors, on s'aperçoit quand on regarde la partition, par exemple, ça correspond au nombre 7, ça correspond au nombre 11, ça correspond au nombre 13. Et quand on regarde la partition, on s'aperçoit qu'elle est parfaitement symétrique, qu'elle a une symétrie par rapport au milieu.
Et cette symétrie, on la retrouve dans Messiaen, et c'est ce qu'il appelle les rythmes non rétrogradables. Alors, ensuite, il faut la voir, cette symétrie, il faut la voir au niveau des rythmes. Et alors, ce qui se produit au niveau des rythmes, c'est très, très intéressant, c'est que quand on calcule justement ce qui correspond au zéro pour des courbes qui sont associées au nombre premier, il y a ce qu'on appelle une courbe hyperelliptique, eh bien, on s'aperçoit à ce moment-là que la symétrie de Messiaen est là sur les rythmes. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce que ça donne finalement, c'est d'abord on a le thème qui correspond à chaque nombre premier, mais ensuite on va jouer ce thème selon le rythme qui nous est donné de manière complètement naturelle par la courbe en question sur chacun des nombres premiers. Alors, ça donne une vidéo qui est un peu la suite de la vidéo que je vous ai montrée, et dans laquelle on va percevoir par l'ouïe, on va percevoir en l'écoutant la répartition de ces zéros, et on va la percevoir par une espèce de jeu rythmique. Et ce jeu rythmique va s'appliquer à chacun des nombres premiers, et il va appartenir à un objet qu'on appelle une courbe hyperelliptique et qui permet de calculer ces rythmes. Ces rythmes sont calculés à partir de zéro de certains polynômes. Et alors, là, je vais essayer de vous montrer un tout petit peu la vidéo correspondante, pour vous la faire entendre. Alors, vous voyez, donc, ça commence par la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire, ça commence par, vous voyez, dans la dernière image de la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, vous avez dans le rectangle du haut, vous avez exactement les nombres premiers qui restent, c'est ce qu'on appelle le crible d'Ératosthène, qui restent quand on a fait descendre ceux qui précèdent. Et alors, maintenant, on va écouter justement ce qui se produit quand on joue ces nombres premiers. Avant, je les jouais de manière régulière. Et maintenant, on va les jouer de manière irrégulière en suivant le rythme du motif. Là, c'est presque régulier, là. Alors, donc, vous voyez ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que là, on peut avoir une vision complètement visuelle de ces temps, de ces zéros qui correspondent justement à des rythmes de Messiaen, mais on peut aussi en avoir une perception auditive par les rythmes. Et on s'aperçoit, c'est quelque chose d'assez fabuleux, on s'aperçoit qu'en fait, chaque fois, la courbe hyperelliptique correspondante, qui correspond à différents nombres premiers, mais il y a quelque chose de commun dans tous les rythmes correspondant à différents nombres premiers. C'est-à-dire que là, je vous fais écouter une courbe particulière, mais ensuite, on peut aller à une autre courbe, une courbe qui est différente, comme celle-là, et celle-là. Merci beaucoup. Effectivement, on entend assez bien la différence entre les deux. On entend très bien la différence entre les deux. Et ce qui est très, très bizarre, si vous voulez, c'est qu'il y a certaines courbes qui sont un peu jazzy, et il y en a d'autres qui ne sont pas du tout. Je veux dire, et c'est quelque chose de cohérent. Ce qui est très, très bizarre, c'est que ce n'est pas seulement... là, j'arrête de partager l'écran. Donc, ce n'est pas seulement, si vous voulez, au niveau d'un seul nombre premier ou des trucs comme ça. Il y a une cohérence qui fait que les courbes correspondantes viennent tous de la même courbe hyperelliptique. C'est ce qu'on appelle la réduction modulo un nombre premier. Mais bon, et alors, ce que je voulais essayer de montrer justement dans mon exposé, c'est que finalement, on a des outils extraordinaires parce qu'on a l'outil visuel et on a aussi l'outil auditif. Et avec l'outil visuel, on arrive à comparer des spectres, etc., à comprendre un tas de choses. Mais aussi avec l'outil auditif, la différence entre les deux, c'est que l'outil auditif, il faut écouter plusieurs fois avant de se pénétrer de quelque chose qui est très caché. Alors que dans l'outil visuel, on est frappé tout de suite par quelque chose de presque immédiat. Vous voyez ? Et je vois là... Oui, pardon, je ne voulais pas vous interrompre, pardon. Oui. Je souhaitais peut-être évoquer aussi cet aspect très lié à la physique, et notamment à la physique quantique dans vos travaux. Oui. Entre autres conférenciers cette semaine, de nombreux conférenciers cette semaine ont évoqué ces affinités particulières qui lient les mathématiques et les sciences physiques. Et moi, je me demandais pourquoi,
quand on est mathématicien, on se passionne pour la physique. Est-ce qu'on voit la physique comme une source de problèmes mathématiques à résoudre, ou est-ce qu'on considère plutôt que les mathématiques parlent leur propre langage? Et j'aurais été curieuse d'avoir votre point de vue là-dessus, Alain Caunes. Oui, alors j'ai un point de vue qui est complètement hérétique, si vous voulez. C'est-à-dire que de mon propre point de vue, je considère que le monde réel fait partie des mathématiques. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'en suis arrivé au point de vue qui, très naïvement, on a l'impression que, mais il y a beaucoup de gens assez naïfs qui ne font pas des mathématiques et qui croient que les mathématiques sont présentes dans le monde réel. Je n'ai pas du tout ce point de vue, j'ai un point de vue pratiquement dual ou inverse de ce point de vue-là, parce que si vous voulez, par exemple, si vous travaillez avec les nombres p-adiques, avec les ADEL, etc., vous les chercherez dans le monde courant, vous ne les trouverez pas. Par contre, ce dont je me suis aperçu au fil des ans, c'était que des données absolument cruciales et fondamentales du monde réel pouvaient se reconstruire, pouvaient pratiquement trouver leur place au sein des mathématiques. Et c'est pour ça que j'ai parlé de ce que j'ai trouvé dans ma thèse, c'est-à-dire cette espèce d'émergence du temps à partir d'une synchronicité infinie qui se produit. Et donc, j'en suis arrivé à un point de vue qui est complètement bizarre, qui est que pour moi, le monde réel, justement, fait partie du monde mathématique. Et notre existence, c'est une espèce de fenêtre sur ce monde réel dont nous percevons, sur ce monde mathématique, dont nous percevons, si vous voulez, le côté éternel. Et ça nous donne un sentiment d'éternité, parce que nous avons contact avec lui, et ça nous permet d'oublier notre condition terrestre. Donc c'est comme ça que je perçois le lien entre les mathématiques et la physique. Voilà, donc c'est très bizarre hein, comme point de vue. Ah, c'est assez poétique. Est-ce que c'est une opinion dans laquelle vous vous identifieriez, du coup, Anton Alexeïev et Élise Raphaël? Donc, moi, peut-être, je ne suis pas du tout physicienne, je suis vraiment mathématicienne pure à la base. Et j'ai eu l'impression qu'on me reprochait souvent, ou de sentir souvent un problème dans le fait que les problèmes sur lesquels je travaillais ne venaient pas de la physique. Moi, ça ne m'a jamais rendue malheureuse que mes problèmes ne viennent pas de la physique. Je les trouvais beaux en eux-mêmes, je les trouvais intéressants par eux-mêmes. Et je n'ai pas besoin de les retrouver, comme dit Alain Caunes, dans le monde réel. Je n'ai pas besoin de trouver mes mathématiques dans la vie de tous les jours pour les trouver intéressantes, fascinantes et belles. Après, je conçois qu'il y a un intérêt parfois beaucoup plus grand, un intérêt immédiat plus grand lorsque les problèmes sont immédiatement applicables, ou au contraire, lorsqu'ils sont motivés par quelque chose de physique. Mais j'aime l'idée qu'ils émergent simplement de considérations mathématiques, d'une curiosité mathématique. Je trouve le point de vue d'Alain très attractif et assez radical. Bon, je ne sais pas si je suis tout à fait prêt de m'inscrire sur ce point de vue. Peut-être je peux exprimer un autre point de vue aussi radical. On peut dire que bon, les maths, comme on sait, c'est un univers et c'est un outil assez universel. Et disons, si on regarde la relation entre les maths et la physique, à la fin, nous, les mathématiciens, on croit qu'à la fin, nous, on peut faire mieux le physique que les physiciens. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. On peut dire que c'est une conjecture à démontrer. Mais bon, ça, je trouve, c'est un bon point de vue. Shaoula, est-ce qu'on a déjà des questions du public? Oui, on en a pas mal. On a plusieurs questions qui nous demandent les liens, s'il existe des liens entre les géométries non commutatives et d'autres choses qui peuvent vibrer, ou par exemple la théorie des cordes, ou encore la relativité générale, ou ça vibre moins, mais en tout cas, il y a peut-être des liens, ou encore la gravité quantique à boucle, la loop quantum gravity, ou des liens avec... Je peux répondre, oui.
C'est une très bonne question, parce qu'effectivement, en préparant cette soirée, j'ai vu que souvent, la non-commutativité était associée à ces tentatives de physiciens pour unifier la théorie du grand tout. Donc, effectivement, ce serait très intéressant de vous entendre là-dessus. Oui, alors, je vais répondre. Je vais répondre en commençant par le lien avec la gravitation. Si vous voulez, je n'ai pas eu le temps d'expliquer en grand détail, mais ce qu'on a fait avec mon collaborateur Shamseddine, c'est qu'en fait, on a montré que si on rend un petit peu plus subtile la géométrie de l'espace-temps, mais pour expliquer en gros, si vous voulez un modèle très simple, pensez qu'un espace a deux dimensions. Et pensez, au lieu que ce soit une feuille de papier que vous regardez seulement d'un côté, vous regardez des deux côtés. Si vous regardez des deux côtés, vous allez, quand vous regardez une fonction, vous allez pouvoir, comme on dit, la différencier d'un côté, la différencier de l'autre, mais vous allez aussi pouvoir prendre la différence finie entre sa valeur en haut et sa valeur en bas. Eh bien ça va vous donner un champ de spin zéro qu'on appelle le champ de Higgs. En fait, il faudrait l'appeler le champ de Braut-Englert-Higgs, puisque c'est les trois qui ont découvert ce mécanisme. Et alors, ce qui est très étonnant, c'est que donc, comme je l'ai expliqué, en réfléchissant, on s'aperçoit que si on rend un petit peu plus subtile la texture en lui donnant une structure fine de l'espace-temps, en travaillant dans l'euclidien, bon, ça c'est pour les spécialistes, on obtient, si vous voulez, que si on regarde la gravitation pure sur ce nouvel espace, on va obtenir pas seulement la gravitation, mais on va obtenir la gravitation avec les forces du modèle standard. Et comme je l'ai expliqué, lorsqu'on réfléchit suffisamment et qu'on introduit cette manière d'exprimer toutes les coordonnées par une seule entité, en utilisant les algèbres de Clifford, on retrouve les groupes de jauge du modèle standard. Donc ça ne peut pas être un accident. Et alors vous me diriez, mais quelle est la fonctionnelle d'action que vous prenez? Ben, la fonctionnelle d'action, elle ne dépend que de l'élément de longueur tel que je l'ai défini. Et cet élément de longueur, qui correspond exactement à ce que Riemann pensait, il a en lui ce qu'on appelle en physique la matrice de Yukawa, c'est-à-dire le couplage des fermions qui correspond à des quantités qui apparaissent dans le modèle standard. Donc, je veux dire, le lien avec la gravitation, il est construit de telle sorte que la gravitation pure sur le nouvel espace donne la gravitation, mais couplée au modèle standard. Donc, si vous voulez, en un sens naïf, il unifie les deux. Mais c'est un sens naïf, parce que quand les physiciens parlent d'unifier, ils parlent d'autre chose. Alors maintenant, le lien avec la théorie des cordes, oui, ça existe. Et en fait, je me souviens en 1986 d'avoir assisté à la conférence que Witten donnait au congrès de Berkeley. Et dans cette conférence, justement, il avait proposé, dans ce qu'on appelle la théorie des cordes ouvertes, il avait proposé une fonctionnelle d'action, et cette fonctionnelle d'action, elle utilisait exactement la géométrie non commutative. Elle utilisait la cohomologie cyclique et un 3 cocycle. Et d'autre part, après, si vous voulez, il est advenu. J'ai écrit un article en théorie des cordes, hein, et qui est probablement l'article que j'ai écrit qui est le plus cité. C'est un article que j'ai écrit avec Michael Douglas et Albert Schwartz. Et ma contribution a été qu'un jour, on était avec Albert Schwartz, on descendait pour prendre du thé. Il m'a posé une question, j'avais la réponse dans ma poche, et c'est comme ça que j'ai contribué à l'article. Mais c'est sans doute mon article le plus cité. Donc, effectivement, il y a un lien avec la théorie des cordes, au sens où le modèle que je vous ai donné de l'espace-temps au sens non commutatif, la structure que l'on met en plus, la petite structure fine que l'on met en plus, eh bien, elle est en fait de dimension 6. C'est-à-dire que quand on calcule sa dimension dans ce qu'on appelle la chaos-théorie, qui est quelque chose de très développé, on s'aperçoit qu'elle est de dimension 6, ce qui veut dire que la dimension totale, c'est 4 plus 6, c'est-à-dire 10 comme en théorie des cordes. Alors pour le moment, personne n'a réussi à comprendre ce qui est derrière cette coïncidence, mais c'est quand même un lien potentiel avec la théorie des cordes. Alors par contre, si vous voulez, je ne partage pas toute la philosophie de la théorie des cordes. Donc voilà le lien. Maintenant, le lien avec la théorie des boucles, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je n'aime pas critiquer une théorie ou quoi que ce soit, mais bon, disons que j'ai passé pas mal d'années dans ma vie à travailler sur la renormalisation avec Dirk Kramer, et je considère qu'une théorie ne peut avoir d'intérêt pour la physique que si elle incorpore la renormalisation. Donc j'avoue être assez sceptique pour des théories qui n'ont pas ça dans leur bagage
et qui ne peuvent pas justement utiliser cette découverte fantastique des physiciens. Voilà. Donc voilà mon opinion sur les trois sujets. J'aimerais maintenant revenir peut-être, on a parlé un petit peu de musique, peut-être qu'on peut parler de littérature. Effectivement, en parallèle de vos activités de recherche, vous avez écrit, coécrit de nombreux romans, des romans où s'invitent des thèmes scientifiques. Et j'ai l'impression que de nombreux mathématiciens partagent un rapport privilégié à la pratique artistique, parfois musicale, dans votre cas littéraire. Et je me demandais pourquoi avoir choisi l'écriture et dans quelle mesure cette écriture se nourrissait de vos travaux et si peut-être elle les nourrissait en retour, c'est-à-dire voilà, vos travaux s'alimentent-ils de vos romans s'alimentent-ils de vos travaux et les nourrissent-ils en retour? Oui, alors dans le sens du roman qui s'alimente de mes travaux, c'est vrai. C'est vrai aussi, si vous voulez, que comment dire, la proximité que j'ai gardée avec Jacques Dixmier, qui était donc mon professeur de thèse, mais qui est resté très proche, ça aussi, ça a joué un rôle fondamental. Il a écrit des romans de science-fiction, il a écrit des romans policiers, et l'histoire du livre dont je n'ai pas parlé, qui est le théâtre quantique, c'est une histoire assez amusante parce que un jour, dans l'été, on était là où je suis maintenant, c'est-à-dire dans une maison de campagne dans le Perche, et on reçoit une carte postale de Jacques Dixmier qui nous dit « J'ai le titre du roman, écrivez-le, je corrigerai les épreuves. » Bon, alors évidemment, c'était assez marrant. Et alors, c'était l'époque où j'avais reçu justement d'Étienne Klein ce merveilleux anagramme que j'ai montré, cette merveilleuse anagramme que j'ai montré entre le boson scalaire de Higgs et l'horloge des anges ici-bas. Alors, ça a été le point de départ. Et en fait, ce qui s'est produit, c'était assez amusant. C'était qu'au début, on considérait que c'était une plaisanterie. J'avais renvoyé l'anagramme à Dixmier. Et puis, avec mon épouse, on est allé en vacances à Venise. Et en vacances à Venise, on est allé dans un palais. Et dans ce palais, il y avait une exposition dans laquelle il y avait une sculpture d'un sculpteur italien qui s'appelle Catellane, c'est connu. Il y avait une sculpture très provocatrice qui montrait 9 cadavres alignés les uns à côté des autres, grandeur nature, en sculpture. Et c'était le moment où il y avait eu ce prix qui avait été donné à des physiciens, pour 9 physiciens. Et je ne m'étais pas empêché de faire le rapprochement et de commencer à écrire un roman avec un début qui était absolument terrible et dans lequel il y avait un visiteur qui avait visité cette sculpture et qui avait senti une odeur bizarre et qui était allé voir la personne qui était à l'entrée du musée et qui lui avait communiqué qu'il y avait quelque chose de bizarre là-haut. Alors on avait appelé la police de Venise, etc. Et donc j'avais montré cet essai à mon épouse. Elle m'avait dit, mais c'est épouvantable ce que tu as écrit. Et du coup, elle avait repris la plume, elle avait pris la plume. Et alors son scénario commençait, et c'est le scénario bien sûr qui commence le livre, il commençait par une physicienne italienne, une physicienne française, pardon, qui recevait un coup de téléphone d'une physicienne italienne à laquelle on venait de proposer de devenir directrice du CERN. Alors ça avait été fait en 2011 ou 2012. Et après qu'on ait publié le livre, eh bien, il y a Fabiella Gianotti qui a été nommée directrice du CERN, et c'était bien une physicienne italienne. Donc il y avait quelque chose de très, très amusant. Donc ce livre a été écrit comme ça. Alors en fait, bien sûr, il s'est nourri de mes préoccupations mathématiques, bien entendu, et en particulier dans ce livre, le théâtre quantique, on essaye d'expliquer cette histoire de l'émergence du temps, et on a une phrase très cryptique, mais qui a sûrement du sens, et pour expliquer comment le temps doit naître du quantique. On dit, si vous voulez, l'aléa du quantique est le tic-tac de l'horloge divine. Et ce qu'il faut percevoir là-dedans, c'est que dans l'aléa du quantique, je crois qu'il y a des ingénieurs suisses, 3 ingénieurs suisses qui ont fabriqué un petit appareil qui tient dans un iPhone, un petit logiciel, qui permet, si vous voulez, de fabriquer un nombre aléatoire à partir du quantique. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous envoyez un photon à travers une toute petite fente ou un tout petit trou,
on ne peut pas prédire, et on sait, d'après Heisenberg, qu'on ne peut pas prédire l'endroit sur lequel des cellules photoélectriques qui vont être placées sur la cible, il va atterrir. Et cet aléa, il est irréductible. On le sait d'après la théorie, et on le sait expérimentalement. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est ce qu'on appelle l'aléa du quantique. Et ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, comme idée théorique, c'est que cet aléa du quantique doit être en fait à l'origine du passage du temps. Et c'est une théorie qui est justifiée mathématiquement, puisque bon, j'ai un peu expliqué pourquoi, mais que je n'ai pas réussi à faire passer philosophiquement. Et ce livre est un essai, simplement un des buts du livre, et d'essayer de le faire passer philosophiquement. C'est très très difficile, et ça va plutôt dans ce sens. Je ne peux pas dire, si vous voulez, qu'en sens inverse, l'écriture, bah si, bon, il y a eu l'histoire avec le Messiaen, etc., mais c'est pas, comment dire, c'est pas suffisant comme pour faire un rebond. Par contre, ce qui est suffisant pour faire un rebond, c'est la musique. C'est de pratiquer le piano, des trucs comme ça. Ça, c'est suffisant. C'est suffisant parce que, si vous voulez, c'est plus la confrontation à l'écriture musicale qui me nourrit. C'est-à-dire que je ne suis pas bon pianiste, hein, je ne sais pas jouer l'opus 10 numéro 1 de Chopin. Bon, donc j'y arriverai jamais. Mais par contre, ce dont je profite énormément, c'est de la lecture des partitions musicales. C'est-à-dire que l'étude d'une partition musicale, la lecture d'une partition musicale, même de manière lente, etc., ça me nourrit. Ça me nourrit pourquoi ? Parce que je perçois dans cette écriture une subtilité qui est bien au-delà de la subtilité que je pense avoir. C'est-à-dire que quand, si vous voulez, je perçois des nuances qui sont incroyablement bien choisies, et puis qui existent, qui se répercutent, etc., ça me nourrit. Voilà. Oui, merci. C'est très intéressant parce qu'effectivement, dans vos livres, on a l'impression d'essais philosophiques plus que d'ouvrages, oui, peut-être qui seraient plus sur la vulgarisation, comme certains de vos confrères peuvent, une approche que certains de vos confrères peuvent adopter, effectivement. Peut-être qu'on a d'autres questions du public depuis ? Oui, j'en ai une qui vient d'arriver. Vous avez parlé de temps thermique qui n'émerge qu'à une certaine échelle. Comment concevoir un univers sans temps, avant la naissance du temps ? Ah ben voilà, alors ça c'est une question formidable. C'est une question formidable parce qu'elle est traitée dans le livre dont je viens de parler. Et dans les deux livres en fait, parce qu'il y a un écho dans le deuxième livre. Cette question, je pense qu'une réponse possible, c'est la suivante. L'émergence du temps dont je parle, c'est une émergence qui vient d'une connaissance partielle d'un système quantique. Ce que von Neumann a fait, c'est qu'il a étudié ce qu'on appelle les sous-systèmes d'un système, et c'est comme ça qu'il a inventé les algèbres de von Neumann. En particulier les facteurs, c'est-à-dire un sous-système, c'est donné par ce qu'on appelle un facteur. Un facteur, c'est ce qui ressemble à une factorisation de l'espace de Hilbert en produit tensoriel pour les spécialistes, mais qui est plus subtil que ça. Donc c'est ce qu'on appelle un facteur. Alors maintenant, ce qui est extraordinaire, donc, c'est que les facteurs de type 3, ils ont cette propriété qu'ils évoluent, ils ont leur propre temps, si vous voulez. Alors, mais ça, d'où ça vient ? Ben, ça vient du fait qu'on a une connaissance seulement partielle du système quantique dans lequel on baigne. Et pour moi, la disparition du temps, c'est la connaissance totale. Et dans le roman, ce que l'on fait, c'est, il y a une expérience qui est faite par Charlotte. Charlotte est l'héroïne du premier roman. Et Charlotte profite d'un temps de réparation du CERN pour faire sur elle-même une expérience apocalyptique. Son expérience, c'est, si vous voulez, que son cerveau va être pris entièrement et complètement codé dans les énormes ordinateurs. Vous savez qu'au CERN, il y a une salle qui est entièrement occupée par des ordinateurs, et donc son cerveau va être complètement capturé par ça. Alors la manière dont il est capturé, bon, ben, elle se met dans un des collisionneurs, et puis bon, hop, ça marche. Alors elle est censée mourir, elle est mise sous très basse température, et l'histoire veut qu'elle ressuscite. Mais en fait, si on regarde un petit peu, elle est ressuscitée par son cerveau qui est resté vivant. Parce que finalement, la définition de la vie, c'est le cerveau reste vivant. Un être meurt lorsque son cerveau meurt. Donc elle ne meurt pas, son cerveau la ressuscite en allant chercher dans Google toutes sortes de choses, etc. Puis bon, en manipulant les gens du CERN, enfin, etc. Puis finalement, elle ressuscite. Et une fois qu'elle est ressuscitée,
elle essaye d'expliquer l'expérience qu'elle a eue. Et l'expérience qu'elle a eue, c'était qu'au moment où elle était morte, où elle était, eh bien justement, il n'y avait plus de temps, et elle avait cette espèce de vision qu'elle essaye d'expliquer par un poème. C'est un poème d'un poète suédois. Elle essaye d'expliquer cette espèce de vision qu'elle a eue d'un monde sans temps. Et donc, si vous voulez, donc, on a essayé, est-ce qu'on y est arrivé, j'en sais rien, mais on a essayé dans les deux livres, justement, de montrer cette expérience et de montrer qu'on peut en rêver de ce que serait justement un monde où on n'aurait plus cette connaissance partielle, mais on aurait cette connaissance globale des choses qui ferait disparaître le temps. Pour en revenir toujours au théâtre quantique que vous avez déjà commencé à décrire, c'est vrai que ce personnage principal est une femme, une physicienne, et ça m'a rappelé cette question posée par mon collègue Olivier Dessibourg à Laure Saint-Raymond mardi soir, qui est la seule conférencière de ce colloque. Cette question, c'est celle de la place des femmes en mathématiques et en sciences au sens large. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Est-ce que selon vous, il faudrait prendre peut-être davantage de mesures pour favoriser la parité? Alain Caunes? C'est une question que je poserai aussi à Élise après. D'accord. Écoutez, alors là, je vais vous répondre. Bon, d'abord, moi, j'ai beaucoup de collaboratrices. Je veux dire, j'ai en particulier, en ce moment, on collabore avec Katia Conzani. Donc, je dirais que c'est assez subtil et il ne faut pas faire d'erreur. Vous voyez, par exemple, Madame Serres avait, à un moment donné, eu l'idée de supprimer Sèvres et de joindre les deux écoles normales en France. Donc, avant, il y avait une école normale de garçons et une école normale de filles. Et bon, donc ça paraissait une très bonne idée. Je veux dire, Madame Serres avait été major de sa promotion, enfin, etc. Donc, je veux dire, c'est évident qu'au niveau de talent, bon. Le problème qui s'est produit après ça, le problème qui s'est produit, donc il y avait une espèce d'égalité qui était promue ainsi. Et le problème qui s'est posé, c'est que je crois qu'il y a 2 ou 3 ans, il n'y a eu aucune fille dans la promotion scientifique. Donc, vous voyez, il faut faire extrêmement attention quand on prend des mesures. Alors, à l'inverse, je crois que de prendre des quotas et de faire comme ça, c'est quelque chose de détestable parce que les filles qui font des maths sont en général même plus fortes que les mathématiciens eux-mêmes. Et donc, elles n'ont pas besoin de rentrer ici ou là avec des quotas. Le problème se pose bien avant. Le problème se pose au moment, si vous voulez, du lycée, au moment des classes préparatoires. C'est à ce moment-là, moi je me souviens quand j'étais en classe préparatoire pour préparer l'école normale, il y avait une seule fille dans ma classe. Et c'est à ce moment-là que le problème se pose, parce que les filles sont très brillantes, elles sont très brillantes au bac, et après, on ne sait pas pourquoi, sans doute pour des raisons sociologiques, elles choisissent plutôt le côté biologie ou le côté lettres, etc., et très rarement le côté vraiment maths pur. Et je pense que le principal problème, il se situe à cet âge-là et pas du tout au niveau des universités qu'on va inciter, qu'on va donner des quotas et tout ça. Ce serait un désastre. Par contre, je pense qu'il se situe plus tôt et qu'il faut vraiment réfléchir pour le résoudre. Parce que les solutions naïves ne vont pas marcher. Et avec les meilleures intentions du monde, on va arriver au résultat inverse du résultat qu'on veut obtenir. C'est un problème très, très délicat. Je ne sais pas comment le traiter, mais ce que je peux certifier en tous les cas, c'est que les femmes qui réussissent en mathématiques, elles sont extrêmement brillantes. Ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Élise, est-ce que votre point de vue est aligné ou est-ce que vous avez un complément sur la question? Alors, il est très facile d'être d'accord avec le fait que l'idée des quotas est contre-productive. En tout cas, il crée surtout un biais chez les femmes dans les mathématiques de se demander si elles sont là, oui ou non, parce qu'elles le méritent ou parce qu'elles sont part d'un quota. Même moi, alors que j'ai commencé ma thèse avec une amie, il nous est arrivé de nous demander si on était en thèse parce qu'on était des femmes ou parce qu'on méritait d'être en thèse. Donc je peux imaginer qu'à des niveaux plus hauts, le problème se répercute. Et je sais que moi, depuis, je suis partiellement biaisée lorsque je vois des femmes en mathématiques. Alors que si l'accent n'était pas mis en permanence dessus, je ne me poserais jamais la question. Après, est-ce que je suis d'accord avec Alain sur le fait que le problème se situe au niveau du bac ou en tout cas au début des études supérieures? Je ne sais pas. En tout cas, de mon expérience personnelle, je n'ai jamais senti de frein à ce niveau-là.
J'en ai jamais senti plus tard non plus d'ailleurs, mais l'importance ce qu'on appelle les rôles modèles, effectivement, peut être marquante. Le fait de voir uniquement cette semaine, par exemple, Laure Saint-Raymond, est peut-être défavorable. On se représente moins en tant que femme à ce niveau-là. Mais évidemment, je n'ai pas de solution. Et comme le disait Alain, je pense que les mesures à prendre sont très, très fines. Est-ce qu'on a d'autres questions, peut-être, en provenance des internautes ? Une dernière question, peut-être, sur la musique de Messiaen. Est-ce que vous savez s'il était conscient des mathématiques qu'il y avait derrière ? Je ne pense pas. Je ne pense pas, si vous voulez, qu'il était vraiment conscient, sauf que dans ses ouvrages, il introduit des attaques à des moments irrationnels, ce qui est quand même un concept mathématique. Mais enfin, ça reste quand même, si vous voulez, des mathématiques très frustes. Donc, dire qu'il était... je suis certain qu'il n'était pas conscient du lien entre les rythmes non rétrogradables et l'équation fonctionnelle dans la théorie de Weyl. Ça, je peux vous assurer que ça, ça n'est pas le cas. Mais non, je veux dire, j'ai eu une discussion d'ailleurs, je pense qu'elle est sur Internet, avec Pierre Boulez sur le lien entre les mathématiques et la musique. Donc, je veux dire, Boulez, bien sûr, est tout à fait conscient du lien qui est entre les deux. Après, c'est très... Je veux dire, pour Messiaen, je pense qu'il y a un côté de Messiaen que j'apprécie énormément, c'est le fait qu'il ait improvisé. Il était, si vous voulez, dans l'église de la Sainte Trinité à Paris et il improvisait à l'orgue. Et ça devait être merveilleux, je veux dire, c'est clair. Peut-être pour passer de la musique au langage, vous avez donné en 2018 une conférence au Collège de France qui était consacrée au langage mathématique. Et je me souviens, il y a une anecdote assez savoureuse, vous mentionnez le Linkos, un langage construit dans les années 60 par le mathématicien Hans Freudenthal, destiné à une hypothétique communication extraterrestre. Mais du coup, ma question, c'est est-ce que les mathématiques sont l'unique langage du réel ? Est-ce que c'est un langage ? Est-ce que c'est une science ? Est-ce que c'est un art ? Et finalement, la question un petit peu sous-jacente, un peu platonicienne, c'est de savoir si on invente les mathématiques ou si on les découvre. Oui, alors, excellente question. D'abord, pour répondre directement à propos de l'univers, j'espère vous avoir convaincu que l'univers a un langage et que ce langage, c'est une écriture, même plus qu'un langage, et que son écriture, c'est des codes barres. J'espère vous avoir convaincu de ça. Alors maintenant, quant à répondre à votre question, est-ce que les mathématiques sont un langage ? Non, elles ont un aspect langage, bien sûr, c'est-à-dire qu'on les exprime sous forme de langage. Et lorsqu'on parle de mathématiques, en fait, on omet souvent de dire que, on parle des mathématiques comme utiles, si vous voulez, comme le langage de la physique, enfin, etc., que la physique, le monde réel est écrit dans ce langage-là, mais on omet très souvent de percevoir et de dire quelque chose qui, à mon avis, est beaucoup plus important dans les mathématiques. Pour moi, les mathématiques sont un creuset dans lequel on fabrique des concepts. Alors, au départ, lorsque ces concepts sont totalement nouveaux, ils restent au sein d'une certaine communauté mathématique et ils ne sont pas communiqués au grand public. Mais je vais prendre un exemple d'un concept qui maintenant est devenu commun et qui pourtant, au départ, n'était pas du tout quelque chose de commun. Vous voyez, c'est le concept de fonction et de graphe d'une fonction. Vous voyez bien que maintenant, quand on parle malheureusement de ce Covid, tout le monde regarde le graphe qui montre l'évolution. Quand François Hollande parlait d'inverser la courbe du chômage, etc., en fait, on peut interpréter ce qu'il disait en termes de dérivés ou de dérivés secondes, etc. Donc, vous voyez, ce concept de fonction, qui au départ était un concept purement mathématique, il devient maintenant un concept courant. Et la raison pour laquelle il devient un concept courant, c'est l'ordinateur. Pourquoi ? Parce que l'écriture a permis de transformer comme un objet courant le nombre, etc. L'ordinateur permet de transformer comme objet courant une fonction, un graphe. Parce qu'un graphe, on peut le transmettre, les gens peuvent le regarder et ils peuvent comprendre ce que ça signifie, que la croissance est en train de se ralentir, etc. Donc, dire que la croissance se ralentit, ça signifie quelque chose sur la dérivée seconde. Donc, si vous voulez, ces concepts mathématiques, ils sont inventés par les mathématiciens, ils sont en tant que concept,
Et après, ils vont graduellement diffuser dans la société. Et ce rôle des mathématiques est un rôle absolument fondamental. Il y a énormément de concepts utilisés par la société qui remontent aux mathématiques. Concept d'énergie ou des choses comme ça, si vous voulez, qui en fait remontent aux mathématiques. Donc, pour moi, c'est le rôle le plus important de mathématiques. Alors maintenant, pour revenir à la question, est-ce que nous inventons ou est-ce que nous découvrons? Vous savez, par exemple, lorsque je parlais de ce spectre mystérieux, etc., eh bien, j'aimerais bien pouvoir inventer quelque chose, mais ce n'est pas vrai. J'ai l'ordinateur avec moi. Quand je donne à l'ordinateur un spectre à calculer, il le calcule. Et bon, ben, je veux dire, c'est une réalité incroyablement forte. C'est une réalité qui est aussi forte que la chaise sur laquelle je suis assise. Donc, si vous voulez, c'est une réalité. Cette réalité, elle est là, on la découvre, mais pour la comprendre, on invente des concepts. Et ce qui est très délicat, c'est de faire la distinction entre une espèce de mathématique archaïque que l'on découvre et qui est toujours en gros formulée grâce aux entiers, et les concepts que l'on développe pour la comprendre. À partir du moment où on arrive à faire cette distinction entre les deux, vous voyez, pour prendre un exemple qui est très convaincant, personne ne va dire que quand Watson et Crick ont découvert la structure de l'ADN, ils l'ont inventée. Personne ne va imaginer une chose pareille. Ils l'ont découverte. Elle était là avant eux. Ils l'ont découverte. Et comment ils l'ont découverte? Ils l'ont découverte parce qu'ils ont utilisé un microscope électronique qui leur a permis de voir. Eh bien, en mathématiques, c'est exactement pareil. Il y a une réalité. Cette réalité, elle est là, elle est intangible, elle est magnifique. Et il y a les outils que nous fabriquons pour la voir, pour la comprendre. À partir du moment où on fait la distinction entre les deux, nous inventons les outils, nous découvrons cette réalité, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de distinction entre les gens qui sont platoniciens ou les gens qui sont, matérialistes, etc. La distinction, il faut la faire, bien sûr. Elle est subtile. Dans de nombreux cas, elle est très subtile. Anton et Élise, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr, disons, tout ce que dit Alain, c'est bien correct. Mathématiques, c'est un univers. On peut dire, sûrement, ça existe indépendamment de nous. Nous, on entre dans cet univers, on découvre des étoiles, des galaxies de cet univers. Mais oui, je pense que ça existe indépendamment de nous. Sur ça, je suis absolument d'accord. Moi, je remercie Alain d'avoir mis des mots sur effectivement cette différence entre les concepts et la réalité mathématique. J'ai effectivement l'impression qu'on crée quand même dans les mathématiques des choses qu'on ne peut pas voir, mais qui permettent de transcender en quelque sorte ce qu'on pouvait apercevoir. Donc on découvre des choses et derrière, pour pouvoir mieux les comprendre, on est obligé de créer des choses qui n'existaient pas et qui sont peut-être beaucoup plus complexes que ce qu'on apercevait. Exactement. Tout à l'heure, Alain Cohn, vous avez parlé d'ordinateurs, qui sont quand même un assistant fort utile aux mathématiciens. Et moi, ça m'a évoqué un aspect du scénario de votre roman, Le spectre d'Atacama, où l'intelligence artificielle est vue comme un petit peu diabolique, car elle bat l'être humain au jeu sans qu'on arrive exactement à comprendre ce qui se passe mathématiquement. Et je sais que vous avez développé un regard critique sur ces technologies dans des entretiens accordés à la presse française. Et du coup, selon vous, est-ce que ces algorithmes, c'est des béquilles parfois utiles à la créativité humaine, ou est-ce que ce sont des entraves qu'il faut éviter absolument? Alors, c'est très intéressant comme sujet, mais c'est pareil, ça demande une approche assez rigoureuse. Si vous voulez, moi, j'utilise l'ordinateur. J'utilise l'ordinateur tout le temps, donc contre l'ordinateur, j'ai rien. Au contraire, je veux dire. Par contre, ce qui me donne une certaine réticence par rapport à ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Bon, j'avoue que le mot intelligence me heurte là-dedans. La comparaison que j'ai, c'est la suivante. Quand Galois a compris les équations, ce qu'on appelle le groupe de Galois et toute sa théorie, ce qu'il appelait la théorie de l'ambiguïté. Galois, à son époque, était incapable de faire les calculs, et il le savait. J'ai donné, pour le 200e anniversaire de la naissance de Galois, une conférence à l'Académie des sciences, dans laquelle j'ai donné un exemple, à la fin,
d'une équation de degré 5 dans lequel et j'ai fait à l'ordinateur le calcul que Galois proposait. Et le premier coefficient du polynôme qui apparaissait, c'était un nombre rationnel dont le numérateur avait 10 puissance 5 chiffres. Donc, c'était quelque chose d'incroyable, si vous voulez. C'est-à-dire que aucun être humain ne serait capable de faire un calcul comme ça. C'était quelque chose de... Quand je dis 10 puissance, c'est pas vrai, c'était un nombre de l'ordre de 10 puissance 500 au numérateur et de 10 puissance 500 au dénominateur. Donc, si vous voulez, c'est un calcul que l'ordinateur fait, il le fait tout de suite, et après on comprend la théorie de Galois lorsqu'on le fait à l'ordinateur. Donc, Galois était capable, par son intelligence, et là je parle vraiment d'intelligence, de comprendre sans avoir à faire ces calculs. Maintenant, quand on nous parle de l'intelligence artificielle ou de réseaux de neurones, etc., ce qui se passe, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, ils sont capables de faire sans comprendre. Et j'ai écouté des conférences sur l'intelligence artificielle, etc., et j'étais très frappé par le fait que, par exemple, ils étaient capables de reproduire certains résultats de chimie avec des noyaux atomiques, etc., sans utiliser l'équation de Schrödinger, sans utiliser ce qu'on sait sur la mécanique quantique. Donc, ils reproduisaient le résultat, mais ils étaient incapables de comprendre. Donc, pour moi, si vous voulez, c'est une régression. C'est une régression au sens où on en arrive ainsi à être capable de faire sans comprendre. Alors que pour moi, le but de l'espèce humaine, le but de l'homme, c'est justement de comprendre sans avoir à faire. Et donc, ça me fait peur. C'est quelque chose qui me fait peur. Ça me fait peur exactement à cause de ça. Parce que je pense, si vous voulez, qu'on en arrivera à comprendre de moins en moins ce qui se passe. Et par exemple, moi, je vois, parce que de temps en temps, je reçois des emails qui manifestement sont des emails qui sont faits par l'intelligence artificielle et qui me proposent des candidatures pour des postes, mais vraiment, il y a de quoi rigoler chaque fois. C'est quelque chose qui est complètement incohérent, qui c'est n'importe quoi. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que, si vous voulez, on voit bien qu'il y a zéro intelligence derrière ça. Et que, donc, on risque d'être envahi par des choses qui vont se produire sans que nous puissions les contrôler. Pour le moment, quand on est devant son ordinateur, s'il y a quelque chose qui foire, on sait, on a fait quelque part une erreur, on s'est trompé, bon, donc on est capable de retourner en arrière. Mais supposez que vous ayez l'intelligence artificielle qui soit derrière vous, eh bien, à ce moment-là, vous ne comprendrez plus rien. Parce que ça peut être l'intelligence artificielle qui a fait quelque chose que vous n'arriverez pas à comprendre et qui bousille tout. Donc, moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, je dois le dire. Peut-être que je suis rétrograde, mais je veux dire, cette idée qu'on appelle ça intelligence et qu'on l'utilise à tout escient, je trouve qu'on ne doit pas vendre notre âme à l'intelligence artificielle. C'est ça que j'essayais de promouvoir. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont me dire, mais c'est très utile en médecine. Bien sûr, c'est très utile en médecine. Ce qu'on l'utilise comme un outil pour reconnaître ce qui se passe dans une radio, etc., bien, j'applaudis des deux mains. Mais qu'on se fie entièrement à ce qu'elle fait pour envahir notre existence, non. Je considère que ce serait une énorme erreur. Voilà, voilà où j'en suis. Certains vont même jusqu'à parler de bêtises artificielles, effectivement, en suivant ce raisonnement. On s'approche doucement. Je pense, si vous voulez, je veux finir là-dessus, vous avez raison de mentionner ça. Je pense que, bon, effectivement, avec le jeu de Go, un record a été battu, mais je pense que le record de bêtises va être complètement battu par la bêtise artificielle. Ça me paraît évident. Je pense qu'il est déjà largement battu. On s'approche doucement de la fin de cette soirée. Alors, je vais peut-être conclure par une ou deux questions. Oui. La première question, peut-être, c'est celle du doute méthodique, ce doute si cher à Descartes. Et je sais que c'est une qualité qui est mise en avant dans l'un de vos romans, Le Spectre d'Atacama, je crois. La question que je me pose, c'est comme il faut parfois des années, voire des décennies, pour que certaines théories mathématiques considérées comme un peu iconoclastes, voire hérétiques, soient admises, est-ce qu'il faut douter pour être un bon mathématicien ou il faut au contraire réussir à ne pas douter, à être sûr? Très, très bonne question. Si vous voulez, pour moi, je vis tout le temps avec le doute. Je me réveille une nuit sur 3 ou 4
à 4 heures du matin en me disant, mais zut, comment je démontre ce lemme ou un truc comme ça. Donc, et puis douter aussi sur mes idées en général. Donc le doute, c'est quelque chose qui est fondamental. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est fondamental dans le développement de l'enfant. L'enfant commence à vraiment, si vous voulez, évoluer intellectuellement lorsqu'il commence à douter. Et ça fait partie, c'est la zone préfrontale, etc. C'est quelque chose d'essentiel. D'ailleurs, l'exposition de Catalan s'appelait l'éloge du doute à Venise. Merci beaucoup. Là, je vais vraiment faire une dernière question de conclusion en tour de table. C'est une question un peu naïve. Quand j'étais étudiante en classe préparatoire, j'entendais souvent des professeurs de mathématiques me parler d'une belle démonstration. Alors ma question à nos 3 invités est de savoir qu'est-ce que c'est que la beauté en mathématiques pour un mathématicien, et est-ce qu'il faut être mathématicien pour l'apercevoir, ou est-ce qu'on peut la faire appréhender par le grand public ? Alors, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut quand même être un mathématicien, mais quand j'ai fait mon exposé au Collège de France sur le langage, j'ai donné ma démonstration du théorème de Morley. Et alors effectivement, si vous prenez le métro et que vous voyez quelqu'un en train de lire une partition de musique, bon, c'est un peu opaque. Si vous voyez quelqu'un en train de lire une page de mathématiques, c'est pareil. Et pourquoi ? Simplement parce que ce qui fait partie, si vous voulez, du travail du mathématicien, c'est de se forger une image mentale. C'est-à-dire qu'en fait, le mathématicien, une de ses activités principales, c'est de sécher sur un problème, parce que quand il sèche sur un problème, son cerveau va construire une image mentale. Et c'est cette image mentale qui va s'éclairer lorsqu'il va lire un article de mathématiques. Et donc, là, il sera capable, en ayant séché, de savoir exactement où la démonstration va être belle et à quel endroit elle va être belle. Donc, c'est un petit peu, si vous voulez, il y a une certaine opacité. Contrairement à la musique, on ne peut pas jouer des mathématiques et faire comprendre leur beauté de manière évidente. J'ai essayé justement dans cet exposé sur le langage de montrer la beauté de cette démonstration du théorème de Morley. Mais le théorème de Morley est tellement beau en lui-même que bon, ben, ça suffit. Et on peut voir effectivement dans cet exemple du théorème de Morley quelque chose qui est magnifique. Je rappelle ce que c'est. On prend n'importe quel triangle, on trisecte chacun des angles, on regarde les intersections et c'est un triangle équilatéral. C'est quelque chose de merveilleux parce que d'un triangle arbitraire émerge la symétrie ternaire d'un triangle équilatéral. Donc, alors après, on peut se demander, ça c'est beau, c'est un théorème, c'est une vérité qui est belle. Après, on peut se demander, quelle est la belle démonstration? Alors après, on peut en discuter pendant des heures. Mais pour ça, évidemment, il faut rentrer un peu dans les détails et il faut quand même mieux être mathématicien, c'est sûr. Anton et Élise, un petit mot de la fin sur cette question de la beauté en mathématiques? J'ai l'impression qu'on se forge aussi un sens de l'esthétique en mathématiques au fur et à mesure de ses études et de son parcours de mathématicien. Et on acquiert un sens très personnel de l'esthétique. Je ne pense pas que tout le monde sera d'accord avec ce que je trouve beau dans certaines démonstrations ou certaines démonstrations que je trouve belles. Après, il y a effectivement peut-être des objets presque universellement beaux en mathématiques, ou comme le théorème de Morley, ce genre de résultat, une certaine pureté. Je pense qu'on va souvent chercher une certaine simplicité et pureté d'un argument ou d'un objet. Et ça, on se retrouve autour de ça dans les mathématiques. Oui, juste pour ajouter quelques mots, je suis d'accord avec Alain et avec Élise. Oui, je pense que nous utilisons les mêmes sensations, les mêmes notions esthétiques pour la beauté en mathématiques que nous utilisons dans la vie. Donc, bien sûr, là, peut-être on peut avoir une divergence d'avis, mais je pense que, comme Alain a utilisé un exemple de la géométrie classique, on peut aussi prendre même un exemple plus simple. Il y a des dizaines de démonstrations du théorème de Pythagore. Et là, tout le monde peut jeter un coup d'œil et regarder quelle démonstration. Typiquement, beaucoup de démonstrations sont par dessin. Donc, quel dessin est plus esthétique, plus élégant. Et donc là, je pense que c'est un bon exercice et un bon exemple parce que là, on voit un très, très grand théorème mathématique. Les gens continuent à regarder, essayer de trouver de nouvelles démonstrations, même maintenant, après
quelques millénaires après la découverte. Et puis, bon, vous pouvez voir là quelle est votre démonstration préférée. Merci beaucoup. Ça va être le moment de clore et de finir. Merci beaucoup Alain Cohn, merci professeur Axel Ayev, merci Élise, merci Chola évidemment, merci la Fondation Wright qui nous permet d'être là ce soir, Thierry Courvoisier, l'Université de Genève qui nous accueille ce soir et qui a beaucoup participé à l'organisation de cet événement. Pour information, il y avait un spectacle Son et Lumière qui devait être organisé ces jours, qui a évidemment été reporté à cause de la crise sanitaire. Il n'est pas annulé. Il devait se tenir en 2020. Il aura lieu en 2021 à des dates qui vous seront annoncées un peu plus tard sur le site du colloque. Et il y a également une exposition virtuelle dédiée aux mathématiques qui est disponible sur le site du colloque. Cette exposition s'appelle Belmat. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée. Et vous retrouverez demain à la même heure, à 18h30, Olivier Dessibourg qui va vous présenter le conférencier de vendredi, qui est le professeur Stanislav Smirnov de l'Université de Genève, qui va conclure cette belle semaine consacrée aux mathématiques. Merci beaucoup.